30 ans après le départ du colonisateur espagnol, le conflit du Sahara occidental reste à ce jour non résolu. Si l'indépendance du Sahara occidental est toujours inacceptable pour le gouvernement de Rabat ainsi que la société marocaine, le Front Polisario, lui, ne va entendre parler d'aucune autre solution. Le Maroc, de son côté, semble prêt à trouver une solution politique qui passerait par une large autonomie sahraoui à l'intérieur de l'espace national marocain. Il est clair par ailleurs que pour intransigeant qu'il soit, le Front Polisario ne représente qu'une fraction du peuple sahraoui. Aujourd'hui, la nature de l'évolution du Polisario fait naître de nouvelles craintes. Celle de voir certains de ses combattants et de ses dirigeants se tourner vers le terrorisme, l'islamisme radical, voire même la criminalité internationale. Cette évolution menacerait la stabilité de toute l'Afrique et donc la sécurité de plusieurs États africains et à terme celle de l'Europe. Donc, les erreurs du régime marocain sont-elles derrière la création du Polisario? C'est la question de quoi va débattre nos deux équipes. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la première année B et la deuxième année ECO. N'oublions pas, mesdames et messieurs, d'accueillir notre cher jury composé de M. Ohdo, Mme L'Eraqi, Mme Simari et M. Talal. Je me vois aussi obligé de vous rappeler les règles du débat. Les interventions se font respectivement à tour de rôle et doivent durer 1 minute au minimum. 2 interventions successives de la même équipe ne doivent pas avoir lieu. Les interventions doivent être faites de manière correcte, évitant toute vulgarité, sarcasme déplacé ou autre forme d'irrespect. Il faut respecter le temps réparti pour chaque équipe, 20 minutes. L'audience est aussi tenue de respecter les débatteurs. Pour ce faire, il faut respecter les règles ci-après. Maintenir le silence et le respect dans la salle. Ne pas applaudir qu'à la fin de chaque intervention de manière courtoise et en évitant les sifflements, les hurlements et toute autre forme d'irrespect. Interdiction de quitter la salle avant la délibération du jury. Ne pas monter sur scène à la fin du débat. Et enfin, interdiction d'utiliser les téléphones portables. Maintenant, j'appelle Monsieur le directeur pour le tirage au sort. Juste pour rappeler une règle supplémentaire en fait, qui a été oubliée, depuis la fin des quarts de finale, il y a une règle supplémentaire qui stipule qu'en cas d'égalité, le jury peut décider qu'il y a donc une partie supplémentaire qui consiste en 2 minutes pour chaque équipe, pendant laquelle ils peuvent improviser pour se départager, ce qui a été le cas donc, lors du dernier débat. Et c'est une règle qui a été rajoutée depuis la fin des quarts de finale. D'accord? C'est la deuxième AS ECO qui commence. Jury, très chers opposants, bonsoir. Le sujet duquel nous nous apprêtons à débattre aujourd'hui est en vérité fort audacieux. Nous avons toujours attribué une certaine témérité aux gens qui s'avancent avec des propos comme le Maroc est responsable de la création du Polisario. Mais il ne s'agit plus de faire une description journalistique des événements qui ont fait l'histoire du Sahara marocain. Il ne s'agit plus d'accuser les autres. Il s'agit, pour une fois, d'avouer notre responsabilité dans ce conflit fâcheux et dans la création du Polisario qui en a résulté par conséquent. Du XIIIe au XVIIIe siècle, il y eut ce qu'on appelle historiquement le Grand Maroc, qui s'étend dans une partie du Mali, la Mauritanie et une grande partie de l'Algérie. Aujourd'hui, dans toutes les cartes officielles, le Maroc est dépourvu de son Sahara. Et plusieurs pays reconnaissent une dite indépendance à un Sahara dit occidental. Et devant cet état alarmant, il est peut-être grand temps pour nous pour avouer nos erreurs et en avoir le courage. Nous avons suffisamment accusé les parties extérieures de ce qui est en train d'advenir de nous. Nous avons suffisamment contextualisé nos erreurs diplomatiques. Et pendant 40 ans de conflit, tout ce que nous avons fait, c'est nous présenter le prétexte de la nécessité pour nous justifier. Si nous voulons vraiment aller de l'avant, il faut d'abord que nous commencions par sortir de notre négationnisme aveugle, que nous sortions de notre fierté excessive. Et c'est ici que cela doit commencer, dans un contexte purement éducatif, où il est nécessaire de prendre conscience de certaines choses. La reconnaissance de l'erreur est le premier pas vers la résolution du problème. L'aveu peut être le premier pas vers la réconciliation. Mais cette présomption démesuré et cet entêtement inutile ne peut servir qu'à la création de conflits et d'hostilités d'autant plus farouches.
Cependant, tant qu'on est encore dans l'introduction, il m'a semblé judicieux de faire quelques précisions pour tracer le cadre de notre débat. Nous savons bien sûr qu'il existe d'autres facteurs externes qui sortent de la volonté du Maroc qui sont intervenus dans la création du Polisario. Durant tout notre débat, nous n'essaierons nullement d'annuler ce fait, parce qu'effectivement, c'est un fait. Mais il s'agit de confirmer de notre part et d'affirmer de la vôtre la contribution du Maroc à travers ses erreurs diplomatiques dans la création et l'évolution du Polisario tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et nous tenons également à préciser que par création du Polisario, nous n'insinuons bien sûr pas ce groupe qui a été créé au Sahara marocain pour combattre la colonisation espagnole sur ce territoire, mais plutôt ce mouvement qui s'oppose à la souveraineté du Maroc dans son Sahara. Parce qu'il s'agit bien, mesdames et messieurs, de son Sahara. Et l'aveu de l'expression la plus légitime de notre humanité en tant que nation et de l'humanité de nos dirigeants d'ailleurs, n'annule en rien notre souveraineté sur ce territoire. Ainsi, nous vous prouverons, mesdames et messieurs, que le Maroc a bien commis certaines erreurs dans sa diplomatie qui ont fait que le Polisario existe aujourd'hui. Mais le changement de sa politique, aussi bien intérieure qu'extérieure, témoigne d'une volonté de réorientation dans la manière de traiter ce conflit, et qui n'est autre que l'expression d'un fait simple. Le Maroc change diplomatiquement de stratégie. Après avoir commis des erreurs, après en avoir payé le prix, après avoir vu naître ce Polisario à cause d'une mauvaise gestion qui, quoi qu'elle soit occasionnelle, demeure existante et historique. Merci. Monsieur le directeur, honorable jury, chère audience, chers opposants, bonsoir. C'est un immense plaisir de débattre aujourd'hui devant vous, où nous allons débattre d'un sujet dont la crucialité nous touche tous et qui a soulevé une large polémique, que ce soit sur le plan national ou international. Mesdames et messieurs, l'importance que nous, l'équipe du Contre, portons au sujet de ce débat est grandiose, surtout que notre pays, le Maroc, se retrouve profondément et directement touché. C'est pourquoi les patriotes que nous sommes allons nous consacrer corps et âme pour démontrer l'invalidité de la thèse qui s'oppose à notre concept politique. Entre autres, le fait qui se pose et s'impose avec acuité et que vous auriez le grand malheur de réfuter est que les erreurs du régime politique marocain ne sont pas la cause de la création et de l'évolution du Polisario. Voilà pourquoi les interventions que mes camarades vous présenteront par la suite vont vous démontrer d'une façon incontestable la véracité de nos propos. Certes, le Maroc ne peut être innocent à 100%, néanmoins ce ne sont pas ces erreurs politiques qui sont la cause de la création du Polisario et surtout son évolution. Pour vous rafraîchir la mémoire, le Sahara marocain constitue la province du Sud avec une superficie d'environ 260 000 km². Ce territoire est récupéré légalement par le Maroc du colonisateur espagnol, suite à la marche verte lancée par feu Sa Majesté le roi Hassan II, en s'appuyant sur l'avis consultatif de la Cour internationale de justice à La Haye, et qui a reconnu l'existence des liens d'allégeance des chefs sahraouis du Sahara marocain envers la monarchie alaouite du Royaume du Maroc. D'autre part, le Maroc ne considérait pas le Polisario comme un groupe de gens qui luttent pour l'indépendance du Sahara marocain, mais c'est un groupe de mercenaires qui travaillent à la solde de la Libye et surtout de l'Algérie. Cette dernière l'entretient en lui fournissant l'aide diplomatique et le financement grâce à sa manne pétrolière et gazeuse. Le Polisario, à vrai dire, est utilisé par Alger pour affaiblir le Royaume du Maroc et avoir un accès atlantique via un État sahraoui et son service, et enfin exploiter les ressources naturelles du Sahara marocain. Mes camarades et moi, nous nous emploierons dans ce débat à montrer la pleine responsabilité de ces pays ennemis du Maroc dans la création de cette entité fantoche d'une part, et le travail colossal de riposte engagé par la diplomatie marocaine d'autre part. Merci. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler, honorable assistance, quelques événements qui ont marqué l'histoire moderne du Maroc. Après l'obtention de notre indépendance en 1956, la France nous avait proposé d'établir et de tracer des frontières avec l'Algérie, à condition que nous gardions une neutralité vis-à-vis de la résistance algérienne. Ce que le roi du Maroc, feu Mohamed V, avait refusé, de bonne foi, puisqu'il ne voulait pas couper les aides entre les deux pays. Il voulait rester solidaire et il voulait montrer son appui à la résistance algérienne. Sa Majesté feu Hassan II avait d'ailleurs dit dans ce contexte, je cite, «
Après notre retour d'exil, l'ambassadeur de France au Maroc, Alexandre Parodi, est venu demander à mon père en substance: le général de Gaulle vous propose de constituer une commission pour discuter des frontières marocaines. Mon père a répondu: il n'en est pas question. Je suis sûr, ajouta-t-il, que lorsque l'Algérie sera indépendante, ses dirigeants nous rendront justice et accepteront d'en discuter avec nous. Fin de citation. Le Maroc a donc préféré un accord avec Farhat Abbas, dirigeant du gouvernement provisoire algérien, dans la perspective de régler le problème des frontières après le départ des Français. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, Farhat Abbas a été remplacé par Ahmed Ben Bella, qui a refusé de reconnaître l'accord passé entre le Maroc et Farhat Abbas. Chose que nous n'avons pas du tout appréciée. Cet événement a marqué le début des relations tumultueuses entre le Maroc et l'Algérie, qui durent jusqu'à aujourd'hui. Et c'est cela qui a favorisé la création du Polisario. Le deuxième événement historique est notre victoire dans la guerre des Sables, où nous avons pu conquérir plusieurs territoires, dont Tindouf. Mais Sa Majesté Feu Hassan II avait estimé qu'il ne fallait pas créer entre les deux pays un point de fixation morbide et avait dit qu'il valait mieux reculer et garder un bon voisinage. Mais nos voisins n'étaient pas dignes de cette confiance et ont contribué à la création du Polisario. Merci. Chers opposants, bonsoir. Comme il fallait s'y attendre, le rapport sur le Sahara marocain que vient de transmettre le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui donne raison au Maroc et qui salue le progrès du Maroc au niveau des droits de l'homme, au Conseil de sécurité a soulevé une vague d'enthousiasme dans les camps des séquestrés de Tindouf qui réclament le retour de leur pays qu'est le Maroc. Un rapport qui a même provoqué des heurts sanglants entre les deux factions de la tribu Ghibet, à savoir celle des Oulad Moussa et celle des Fqra, dont est issu le renégat Mohamed Abdelaziz. En effet, le 12 avril 2015, face à la montée de la contestation, une première entre membres de la tribu principale des camps de la Honte de Tindouf, notamment dans les camps d'I-Aoussed, les miliciens polisariens, conduits par le fils aîné Mohamed Abdelaziz, ont fait usage de leurs armes pour faire taire ce mouvement contestataire. Les services de sécurité et les militaires algériens ont encerclé les camps et imposé un total blackout sur ce tragique événement dont le bilan serait très très lourd. Les séquestrés sahraouis marocains ne demandent que le retour dans leur pays qu'est le Maroc, un droit légitime qui leur est contesté par les responsables algériens et leurs affidés polisariens pour des raisons que tout le monde connaît. Il est de plus en plus urgent que le HCR organise un recensement de ces populations des camps des séquestrés de la Honte à Tindouf et qu'un corridor sécuritaire, humanitaire et international soit mis en place pour assurer le retour des Sahraouis marocains en toute sécurité. Les Sahraouis marocains ne doivent pas devenir un détail entre les mains des responsables algéro-polisariens qui disposent du droit de vie ou de mort sur ces embassiers depuis près de 40 ans. L'heure de la vérité est proche pour les responsables algériens et pour tous ceux qui soutiennent la thèse fallacieuse algérienne. Ils ne seront pas à plaindre à ce moment-là. Cette victoire n'est pas née du néant. C'est grâce à des efforts diplomatiques engagés par le gouvernement marocain dans les 5 continents et auprès des instances internationales. Le Polisario est une pure création artificielle de l'Algérie, devenue aujourd'hui un frein contre le droit de l'homme et une menace contre la sécurité internationale, a souligné le journaliste et écrivain espagnol, expert dans les relations maghrébines, Chema Gil. Le conflit du Sahara marocain a été créé de toutes pièces par le régime politique algérien, qui joue un rôle protagoniste pour contrecarrer les intérêts du Maroc. Dans la première partie de son livre, Gil revient sur ce qu'il qualifie d'attitude déloyale de l'Algérie à l'égard du Maroc, qui a aidé son voisin de l'Est à recouvrir son indépendance. Le Polisario est une nomenclature et un mouvement dictatorial qui ne représente pas tous les Sahraouis, a affirmé l'écrivain. Ce dernier a conclu que la proposition marocaine d'autonomie a été qualifiée de sérieuse et crédible par l'ONU, constitue la meilleure et unique solution pour mettre fin à un conflit qui a trop duré et constitue une grande opportunité pour instaurer une paix durable de cette région.
Ne nions pas qu'il s'agit d'un grand pas fait par le Maroc pour résoudre ce conflit artificiel. Comme le roi du Maroc, Mohamed VI, a enfin une nouvelle fois parlé de la nécessité de considérer Alger comme principale partie de dans ce conflit. L'action marocaine, chers opposants, a conduit plutôt à la rectification de certaines positions, comme c'est le cas de ce journaliste. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je tiens à préciser quelques points. La position que vous défendez et la position que nous défendons impliquent que le Maroc a commis des erreurs. Et donc, il ne s'agit pas de faire l'éloge du Maroc, il s'agit de démontrer si ces erreurs ont favorisé la création du Polisario. Ça, c'est le sujet du débat. Et je voulais juste préciser cela parce qu'on ne veut pas tomber dans un débat de sourds. Et aussi, lorsque vous dites les Marocains sahraouis, je ne pense pas qu'il faut vraiment préciser cela, puisque Sahraoui veut dire marocain aussi. Et aussi, je pense qu'en tant que futurs économistes, futurs marocains, et nous, en tant que futurs économistes, on ne peut nier ces erreurs-là, et on ne peut négliger une partie sombre de notre passé. Une partie où les décisions économiques étaient très mal placées, et où les crises n'étaient plus périodiques, mais plutôt permanente. Durant cette période, nos investissements se focalisaient sur des secteurs d'activité à faible valeur ajoutée. Nos politiques économiques étaient des politiques politiciennes et notre adoption d'une dite ouverture économique n'était en réalité qu'un protectionnisme déguisé. Cette faiblesse et ce décalage au niveau économique avaient créé un pouvoir politique réduit et limité. Et nous étions donc incapables de renforcer notre positionnement sur la scène politique internationale et inaptes d'empêcher la création du Polisario. En plus, depuis l'avènement de la question diplomatique du Sahara marocain, le Maroc avait commis pas mal d'erreurs diplomatiques qui ont favorisé la création du Polisario. Des erreurs telles que, par exemple, l'inscription du Sahara sur la liste des territoires non autonomes suite à la demande du Maroc en 1963, ou encore le changement de position et l'indécision récurrente du Maroc qui s'est accrue avec le choix du non-alignement tout au long de la guerre froide et qui a vraiment favorisé la création du Polisario et qui nous a par la suite empêché de renforcer nos liens diplomatiques avec les pays appartenant aux deux clans. Et pour vous montrer, honorable assistance, à quel point nos positions diplomatiques manquaient de fermeté, je vais vous rappeler qu'au début, le Maroc avait refusé d'ouvrir un dialogue avec le Polisario, mais ensuite, il l'a accepté. Au début, le Maroc ne voulait pas un référendum d'autodétermination, mais il l'a tout de même accepté pour s'abstenir par la suite. Et c'est un très bon choix, mais cette indécision récurrente nous a coûté très cher sur le plan diplomatique. Et là, une petite question se pose. Quel était réellement le lien entre nos politiques, nos pratiques et nos prises de position diplomatiques ? Ça, je ne saurais le dire, mais une chose est sûre, nos erreurs diplomatiques ainsi que la défaillance de nos systèmes économiques, conjointement avec d'autres facteurs aussi bien internes qu'externes, ont favorisé la création du Polisario. Merci. Chers opposants, quel que soit le dilemme que vous pose votre réaction épidermique et superficielle, typiquement relative, croyez bien que je compatis. Mais pour des raisons de timing et de bon sens, je préfère voir les choses sous un angle de logique typiquement réaliste. Alors, vous voulez montrer votre cohérence, je suis tout à fait d'accord. Mais votre cohérence avec un texte incohérent, comment vous faites? J'aime le sourire. Chers opposants, votre scénario est vu, revu, consommé, voire liquidé. Car le moindre manifestation ou événement national est présenté par vous comme une illustration flagrante des erreurs politiques qu'a commis le Maroc et mise à profit dans un discours propagandiste touche énormément à l'unité nationale marocaine. Chers opposants, la soi-disant création dont vous parlez n'a aucun lieu avec le Maroc. Le Polisario est une entité basée sur une illusion et qui continue à se berner de chimères. Chers opposants, ici dans ces feuilles, comme vous le voyez, j'ai des preuves irréfutables, voire incontestables, que la création du Polisario est due à la volonté algérienne pour déstabiliser l'ordre politique présent. Critiquez-moi sur le fait que le Polisario n'a jamais disposé de la moindre liberté de mouvement. Critiquez-moi sur le fait que chacun de ses pas reste l'otage de l'orientation de l'Algérie, qui cherche à imprimer à l'évolution des choses de la manière qui rejoigne ses objectifs
ses visées et son approche vis-à-vis des problématiques régionales. Critiquez-moi sur le fait que l'attitude séparatiste ne peut être que l'expression criante de cette mentalité en déphasage avec la réalité et prisonnière d'une vision étriquée qui date d'une période révolue et aux antipodes des aspirations unionistes de la région. Critiquez-moi sur le fait que les prétentions éhontées du Polisario quant à la survenue des violations de droits de l'homme dans les provinces du Sud dévoilent les paradoxes criants dans lesquels il s'est empêtré, en se prétendant l'avocat d'une cause où il détient un registre noir. Chers opposants, les séparatistes sont ceux-là même qui pratiquent les pires atrocités et ont recours aux procédés abjects de torture, d'humiliation et de déportation, comme en témoignant l'envoi de contingents successifs d'enfants, loin de leurs parents, pour se faire endoctriner dans la culture de Cuba. Et elle s'est fait une sinistre réputation dans les procédés d'oppression et d'humiliation des femmes, des enfants, ainsi que les parents. Chers opposants, critiquez-moi sur le fait que le summum de l'avilissement et de la vilainie est que le Polisario se complaise dans son rôle de marionnette aux mains de ceux qui la manipulent, à leur guise en tant qu'entité homorphe, maintenue sous perfusion par l'appareil diplomatique du pays manipulateur et le forcing de ses médias. Tout ce scénario est monté dans l'objectif malveillant et voué d'avance au fiasco de porter atteinte à l'unité territoriale du Maroc et de démantibuler son tissu humain qui a constitué une composante structurelle ayant façonné sa civilisation ancestrale profondément enracinée dans l'histoire. Et, chers camarades, il me revient à l'esprit cette illustration flagrante d'un certain fameux Monsieur Delflahiadi, ex-cadre du Front Polisario, qui a regagné la mère patrie en réponse à l'appel royal, la patrie est clémente et miséricordieuse. Né en 1960 à Laayoune, Delflahiadi avait rejoint les camps de Tindouf le 28 octobre 1975 et a ensuite intégré les rangs du Polisario. Il était connu parmi les séquestrés de Tindouf comme le philosophe de la Révolution, pour avoir contribué à la constitution des premières structures, voire des premières pierres du Polisario. Avant de prendre l'avion pour Casablanca, depuis Las Palmas, Delflah, qui s'était enfui des camps de Tindouf en 1994 et qui vivait depuis cette date dans l'archipel espagnol des îles Canaries, a affirmé à la MAP avoir décidé de regagner définitivement la mère patrie, car il était égaré par les mensonges de la bande de Mohamed Abdelaziz, soulignant qu'il veut rentrer à son pays pour y vivre dans un climat de liberté et de démocratie. Il a aussi déclaré que le Polisario est un front faible, que ce soit sur le plan matériel ou militaire, dont la dictature est absolue et dont le principal créateur est l'Algérie. Chers opposants, avec tout cela, qui blâme-t-on? Le Maroc. Je ne comprends pas. Comment peut-on me reprocher d'être violent alors que la violence elle est dans les faits que je rapporte? Le miroir n'est pas coupable de la laideur de celui qui s'y regarde. Je l'ai dit et je le redis. Le miroir n'est pas coupable de la laideur de celui qui s'y regarde. Mais certes, vous êtes les avocats, les astucieux défenseurs de vos préjugés, baptisés par vous comme des vérités. C'est pourquoi j'imagine mal comment vous resteriez captifs de votre obstination aveugle et aveuglante. Merci. Chers camarades, vous nous analysez, nos sourires. Vous êtes censés analyser le sujet, parce que malheureusement, vous l'avez mal fait. Oui, on est d'accord sur le fait qu'il existe d'autres facteurs externes, mais, comme l'a doté ma camarade, on doit démontrer si oui ou non les erreurs du Maroc ont favorisé la création du Polisario. Et là, encore une fois, vous êtes hors sujet. Mesdames et messieurs, les choix stratégiques qu'adoptait le Maroc à l'égard du Sahara étaient très défaillants, ce qui a favorisé la création du Polisario. Oui, je m'explique. Selon le rapport du Conseil économique et social de la région du Sud, les opportunités d'emploi sont restées faibles et insuffisantes. Le niveau de chômage élevé, qui était de 15%, alors qu'en moyenne générale, il était de 9%. Les 28% de ces 15 étaient des particuliers, en particulier étaient des jeunes. 41% étaient des diplômés du supérieur et les 30 qui restent étaient des femmes. C'est un défi à la fois économique et social des plus importants à relever. Les difficultés d'insertion doublent de frustration, les sentiments d'injustice et les expressions d'impatience augmentent. Et souvent cela a un rapport avec la faible lisibilité des politiques d'aide sociale.
De fait, les dispositifs d'assistance ne favorisent pas et n'ont pas favorisé la prise d'initiative ni l'amélioration de l'employabilité de leurs bénéficiaires. Pour ouvrir un cercle vertueux dans la dynamique de développement des provinces du Sud, il y avait besoin d'une gouvernance rénovée qui soit capable d'agir efficacement sur les causes qui suscitent l'attentisme des opérateurs privés et la défiance des citoyens à l'égard des politiques publiques. Un constat parmi les plus frappants est que l'aménagement du territoire n'a pas fait l'objet d'un schéma directeur cohérent. L'urbanisme des provinces du Sud souffre par ailleurs de problèmes d'assainissement du foncier, d'un marché de structure du logement, et ce, à cause de l'intervention massive de l'État, une quasi-absence des opérateurs privés, l'inadaptation de certains équipements aux besoins des populations, et j'en passe. Enfin, les connexions nationales et internationales sont restées limitées en entravant la mobilité des capacités et de rayonnement régional des provinces du Sud. Le modèle du développement appliqué jusque-là dans la région du Sud a atteint ses limites. Il y avait besoin d'une nouvelle dynamique fondée sur les exigences de durabilité, de démocratie participative et de cohésion sociale orientée vers la création des richesses et des emplois. La régionalisation avancée ouvre à cet égard des perspectives de modernisation et des chances de rapprochement entre les citoyens et les instances de décision. Et oui, mes chers camarades, je vous remercie. Mesdames et messieurs, tous les moyens sont bons pour essayer de détourner la vérité sur l'intégrité territoriale du Maroc. Le Polisario a l'habitude de corrompre des députés européens, des personnalités politiques et des journalistes. Et la preuve ces derniers jours avec les journalistes égyptiens. Le Front Polisario, l'Algérie et tous leurs alliés exigent du Maroc le respect du droit international. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Fermer le site de phosphate de Boukra et ainsi mettre au chômage des milliers de personnes ? Retirer la nationalité marocaine aux Sahraouis et en faire des apatrides sur leur terre et instaurer un apartheid? Selon le Polisario, la démocratie est contre le droit international. Le référendum sur la nouvelle constitution est une violation flagrante du droit international et une fuite en avant, un brouillage des cartes du Maroc sur la question fondamentale de l'autodétermination du peuple sahraoui, a affirmé l'un de ses représentants en Europe, M. Lamine Bali. La preuve en est qu'il n'y a pas de démocratie dans les camps de Tindouf. Seuls les délégués du Front ont le droit de voter pour un parti unique. Ensuite, ce mouvement respecte-t-il le droit international? Le Front veut un référendum d'autodétermination, mais refuse catégoriquement et sans raison apparente un recensement en bonne et due forme dans les camps. Comment peut-on imaginer un vote dans lequel on ne sait pas qui va voter? Où est la faute du gouvernement marocain dans ces manipulations? Je vous le demande. Mais que cache en plus le refus par le Polisario de laisser le HCR faire son travail? Le détournement de l'aide humanitaire. Faire du commerce avec l'aide alimentaire est strictement interdit dans le droit international. Et pourtant, de la nourriture initialement destinée aux habitants des camps de Tindouf est vendue en Mauritanie. C'est donc la légalité contre l'escroquerie. Mais on ne s'arrête pas là pour autant. En effet, le Polisario est confronté depuis la fin de la guerre froide à une dissidence qui gagne du terrain. 7000 personnes ont répondu à l'appel du défunt Hassan II, la patrie est clémente et miséricordieuse. Mais face à l'incapacité de ses opposants à contester la suprématie frontiste dans les camps, certaines personnes ont décidé d'agir à l'intérieur même des camps. C'est le cas de Mustafa Salma Ould Sidi Mouloud, qui a jugé l'autonomie conforme aux intérêts du peuple sahraoui et qui, une fois de retour dans les camps, s'est heurté à l'interdiction de promouvoir une pensée autre que la direction polisarienne. Il a de plus été expulsé et vit depuis plus de 3 ans séparé de sa famille, ce qui constitue une violation de son droit au regroupement familial. Le cas de cette personne n'est pourtant pas isolé.
après avoir publié sur YouTube une série de chansons assassines à l'égard de la direction polisarienne, Najm Allal s'est retrouvé emprisonné, torturé et contraint de se réfugier à Nouakchott avec Mustafa Salman. Ces rébellions ne sont pas nées de rien. Une vaste action de sensibilisation entreprise par le gouvernement marocain par différents moyens a rendu un résultat possible: diplomatie, communication, radio, télé, Internet, pour n'en citer que ceci. Les violations des droits de l'homme montrent ici aussi la volonté du Front d'imposer ses vœux tout en bafouant les droits de l'homme. Merci. Maintenant, je me demande vraiment si vous ne vous êtes pas trompé de position parce que, bon, vous êtes en train de défendre le pour, à ce que je vois, parce que, tout simplement, lorsque vous parlez du référendum d'autodétermination, l'erreur n'est pas seulement d'en avoir l'idée ou d'en faire la conception, c'est justement de l'accepter. Et ça me fait penser à notre premier débat dans cet établissement. Le sujet, c'était le Maroc n'aurait jamais dû accepter la mise en place d'un référendum d'autodétermination au Sahara marocain. Donc, en vérité, on en a débattu en tant qu'erreur, enfin, c'était controversé, mais de toutes les manières, le Maroc en est responsable. Mais de toutes les manières, parmi les erreurs qu'a commises le Maroc, il y en a qui sont internes, mais également qui sont externes, surtout en ce qui concerne ses relations diplomatiques avec les pays de l'Afrique subsaharienne. L'Afrique du Sud, le Mozambique, le Rwanda, la Tanzanie, le Ghana, le Nigeria, etc. sont des pays qui nous posent problème. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, parmi les 42 pays qui reconnaissent le Polisario, 16 sont des pays africains. Et parmi les 53 pays d'Afrique, 16 reconnaissent le Polisario. C'est-à-dire que pourtant ce devraient être les pays africains qui devraient nous soutenir dans cette cause puisque nous partageons avec eux notre continent. C'est une situation paradoxale qui est plutôt curieuse et qui devrait susciter en nous justement cette volonté de savoir et de connaître l'origine de ces tensions entre le Maroc et ses confrères. Le Maroc, après avoir obtenu son indépendance, opte pour l'Europe en tant que premier partenaire aussi bien économique et politique. Il néglige de manière vraiment considérable les relations sud-sud. Il aspire à l'occidentalisation et il ambitionne même d'appartenir à l'Union européenne. Nous connaissons les faits historiques qui en témoignent. Et justement, cette négligence, cette sévérité et toute cette rigidité dont il fera preuve lors de ces quelques rares collaborations avec les pays de l'Afrique subsaharienne feront qu'il sera bientôt diplomatiquement isolé. En 1984, le Maroc sort officiellement de l'Union des pays africains et ne veut dès lors plus faire partie de l'OUA. Et justement, c'est à cause des tensions qu'il y avait avec l'Afrique du Sud à l'époque, et qui continuent jusqu'à maintenant d'ailleurs. Mais pendant l'apartheid, le Maroc est dit ne pas avoir suffisamment apporté son soutien à Mandela. Et c'est ce qui a fait que l'Afrique du Sud a reconnu la RASD dans l'OUA. C'était une manière de lui rendre la monnaie à sa pièce, en quelque sorte. Et c'est de cette manière que les hostilités se sont développées justement entre le Maroc et les pays de l'Afrique subsaharienne. Et c'est ainsi également que le soutien des pays africains a fait la force du Polisario et a fait le développement de ce parasite dans notre territoire. Donc au final, le Polisario pise sa force dans cette rancune que renferment les pays africains envers notre royaume. Mais la politique actuelle du Maroc montre une mobilisation qui vise un changement radical dans la stratégie diplomatique du Maroc, avec les voyages officiels du roi vers le sud, les investissements qui y sont réalisés, les nombreux partenariats sud-sud, etc. L'intention est visible. Le Maroc est en train de réviser sa diplomatie. Le Maroc est en train de réviser sa confiance excessive en cette Europe qui, au final, ne voyait en nous qu'un marché d'armes. Le Maroc s'est retourné vers un nouvel allié plus sûr, mais pas seulement pour des raisons économiques. Ses motivations sont également politiques, car renouer le lien avec les 16 pays qui reconnaissent la RASD actuellement ou qui l'ont reconnu dans le passé serait un moyen de les dissuader ou de les inciter justement à retirer leur reconnaissance de la RASD. C'est justement ce qui s'est passé avec 9 pays déjà de la liste, les autres sont probablement sur la même route. Tout ceci ne signifie qu'une seule chose, le Maroc a su identifier ses erreurs et tente à présent d'y remédier avec une grande intelligence. Et cette tentative d'y remédier justement est la plus grande preuve que le Maroc a déjà pris conscience de ses erreurs bien avant ce débat. Merci.
Chers opposants, j'ai remarqué que vous avez cette vision sectaire. Chaque personne qui n'a pas le même point pour vous est pour vous un illégitime et pour vous un hors-sujet. Je ne comprends pas. Mais bon. Mesdames et messieurs, honorables jury, cher public, monsieur le directeur, vous qui nous regardez en streaming, notre débat touche à sa fin. Et je me vois obligé de conclure. Durant ces 20 minutes, on vous a prouvé à travers des arguments solides, tangibles, voire probants, que cette soi-disant création du Polisario est due principalement à l'Algérie et que la politique marocaine est associée directement à la démocratie, à la liberté d'expression et à l'ouverture. Mesdames et messieurs, le Polisario est né de chimères et continue à se nourrir, ainsi que ses géniteurs. De mêmes idées chimériques, obéissant branchées aux ordres de ses créateurs qui lui dictent la conduite à observer, car incapable de prendre la moindre décision sans en référer à ses maîtres. Tout ce qu'il sait faire, c'est de se montrer aussi zélé que ses tuteurs, pour saboter toute initiative visant de trouver une solution définitive au problème du Sahara. Chers opposants, en effet, des incidents comme ceux qui surviennent dans l'une des universités ou une quelconque action de protestation en appui à des revendications sociales deviennent pour le Polisario l'expression de revendications politiques. De même, tout événement qui se produit dans l'une des provinces du Sud ou même dans le nord du Maroc, dans quelques provinces, est érigé par la clique. Elle est onnubilée par ces chimères et la vision faussée qu'elle se fait des réalités marocaines et de la capacité de discernement de l'opinion publique. Partant de ces conceptions viciées, il n'est guère étonnant que toute clique de Polisario et ses inspirateurs instrumentalisent tout fait anodin et les provinces du Sud pour montrer en épingle en vue de leurrer l'opinion régionale et internationale et verser dans les élucubrations les plus farfelues dont on se rend compte sitôt que leur fatuité. Cela dit, les erreurs que vous prétendez être la clé à la soi-disant création ne sont que des événements ordinaires qui surgissent partout dans le monde. Un détournement de votre part de l'information ne tient pas debout devant des arguments solides et forts comme les nôtres. Cher public, arrêtons de nous accrocher à des erreurs factices, voire artificielles, et saluons notre pays, le Maroc, qui depuis jadis ne cesse d'enraciner chez les jeunes générations la culture des droits de l'homme, de l'adhésion aux valeurs universelles basées sur le dialogue, le respect de l'autre et le bannissement de la haine, du chauvinisme et du racisme, de la manière à les habiliter à apporter leur contribution féconde à l'édification d'une société démocratique, libre, éprise de paix et de justice, en se consacrant à la réalisation du développement durable et de la justice sociale, loin de la vision obscurantiste, voire même totalitaire, de ceux qui continuent à se berner de chimères et d'illusions datant d'une époque révolue. Cher public, je tiens aussi à saluer une très chère camarade, Hana El-Gbouri, qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous dans l'équipe des débatteurs aujourd'hui, mais qui nous regarde en streaming maintenant et qui est en train de nous encourager. Et je pense que vous êtes tous en train de nous encourager. Je pense que notre message vous est délivré. Donc, je tiens aussi à saluer l'armée marocaine qui tient face à toute initiative de teinter notre unité territoriale. Merci. Donc, très chers opposants, on n'a jamais nié qu'il existe d'autres facteurs qui ont favorisé la création du Polisario, mais on a tout de même précisé que les erreurs qu'avait commises le Maroc ont favorisé la création du Polisario. Et là, je vais revenir un peu en arrière et je vais vous parler de l'histoire moderne du Maroc, qui a souvent été couronnée par de nombreux exploits, aussi bien politiques qu'économiques et diplomatiques. Mais le Maroc avait tout de même commis des erreurs. Et ces erreurs, conjointement avec d'autres facteurs, ont favorisé la création du Polisario. Des erreurs telles que l'adoption d'une politique politicienne au détriment d'une réelle politique économique, le fait de favoriser l'Occident et de ne pas accorder assez d'importance à la coopération sud-sud, ou encore l'indécision récurrente et le changement de position du Maroc, et les dites erreurs des deux rois qui sont en effet des actes de bonne foi, mais qui ont tout de même favorisé la création du Polisario. Le Maroc a certes commis des erreurs, mais vu les conditions qui régnaient à l'époque, elles étaient des erreurs inévitables.
Puisqu'après l'obtention de notre indépendance, un Maroc jeune naquit, un Maroc qui était semblable à un petit lionceau, qui fournissait énormément d'efforts afin de grandir et d'évoluer dans un environnement des plus rudes et des plus compétitifs qu'est la scène politique et économique internationale. Ce petit lionceau a commencé à grandir et à se développer, mais ce processus n'était pas sans dégâts ni sans failles. Le lionceau a commis des erreurs, et ces erreurs ont induit à la création du Polisario. Mais heureusement, ces erreurs ont servi de leçon. Et aujourd'hui, le petit lionceau est devenu grand, fort et mature. Le lionceau est devenu un lion, et ce, grâce à deux rois, Feu Hassan II et Sa Majesté le roi Mohamed VI. Deux rois qui ont permis au Maroc d'être dans le siècle, d'y être sur tous les plans, internes et externes, pour que d'abord le Maroc arrache le droit d'exister, pour qu'ensuite il se donne les moyens d'exister. Nous devons donc toutes et tous, en tant que Marocains et Marocaines, avoir une conscience vis-à-vis des erreurs commises par notre Maroc, pour qu'on puisse aller de l'avant, pour qu'on puisse mettre fin à ce conflit et pour qu'on puisse montrer au monde entier la légitimité de la marocanité du Sahara marocain. Merci. Bonjour. Bon, je suis naturellement pas surpris par la qualité du débat d'aujourd'hui. On est en demi-finale. On nous a habitués à de très bons débats et le débat d'aujourd'hui confirme donc la tendance. Je tiens bien évidemment à féliciter les deux équipes pour leurs prestations, pour la qualité de leurs prestations, aussi difficile qu'est le sujet, parce que ce n'est effectivement pas évident, et ils s'en tirés avec brio, malgré le fait qu'effectivement, donc il y a eu par moments un attachement, on va dire, à certaines lectures que j'aurais aimé donc ne pas voir. Mais bon, c'était pas tellement flagrant, on va dire. Nous avons eu droit à un très très bon débat aujourd'hui. Je tiens tout particulièrement à faire un petit clin d'œil à Asma et à Reda qui viennent d'arriver, donc qui étaient dans un programme d'échange jusqu'au vendredi dernier, qui sont arrivés samedi à 2h du matin. Et malgré cela, ils sont là aujourd'hui, ils ont participé au débat. Bravo. Après, donc, quelque chose comme 15 heures de vol. Donc, ils ont fait de Virginie à Paris, à Atlanta, et Atlanta à Paris, et Paris à Casablanca, et puis Casablanca à Marrakech. Et ils sont là. D'accord ? Je tiens à en profiter aussi pour faire un petit clin d'œil à leurs camarades qui étaient avec eux et que j'ai vus le dimanche, alors qu'ils sont arrivés samedi à 2h du matin. Et dimanche, ils étaient là en train de participer à l'organisation de la kermesse à El Araki 1. Ça, c'est des élèves responsables, ça, c'est des élèves que je respecte. C'est des élèves en qui je peux avoir confiance, en qui nous pouvons avoir confiance, c'est-à-dire c'est des élèves qui ne reculent devant rien
et qui sont là pour toujours soutenir leurs camarades, pour toujours faire ce dont ils croient. Et ça, c'est très important. Ce à quoi ils croient, ils sont là pour se battre jusqu'au bout. Maintenant, par rapport au sujet. Donc, je ne sais pas si le jury vont pouvoir départager ou pas, ou s'ils vont faire prévaloir la nouvelle règle, j'en sais rien. Mais en tout cas, par rapport au sujet, j'aimerais vous interpeller tous. J'aurais aimé qu'il y ait plus d'assistance aujourd'hui, qu'il y ait plus d'élèves. Mais je tiens tout simplement à vous interpeller tous, élèves ici présents et adultes aussi, parce que l'affaire du Sahara marocain, notre Sahara, nous concerne tous. Et quel que soit ce qu'on va faire aujourd'hui, comme vous l'avez bien évidemment certainement remarqué, il ne s'agit pas de débattre de la marocanité du Sahara, il s'agit de se poser des questions par rapport à notre passé pour savoir qui nous sommes et construire correctement notre avenir. Et donc, ça nous interpelle tous. Quel que soit ce que vous allez devenir et ce que vous allez exercer comme métier par la suite, quel que soit le domaine dans lequel vous allez évoluer, quel que soit peut-être le pays dans lequel vous allez vivre, certains d'entre vous vont peut-être partir faire leurs études à l'étranger, quel que soit ce pays, n'oubliez pas que vous avez un devoir. Il ne faut pas oublier que nous avons tous un devoir, qui est celui de défendre ce que nous sommes, qui nous sommes. Et ce que nous sommes et qui nous sommes, le Sahara marocain en fait partie. Notre Sahara en fait partie. Donc chacun à sa manière, aussi bien ceux qui sont pour ou contre le sujet, ou peu importe, chacun à sa manière devra trouver le moyen de défendre la marocanité de notre Sahara, corps et âme. Et donc ça, c'est le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Voilà. Félicitations encore une fois.